Cet épisode du podcast est sponsorisé par American Canning. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un que vous connaissez déjà. Il a déjà participé à plusieurs épisodes, c'est Matt. Bonjour. Salut Matt. Alors Matt, toi tu es fondateur de la brasserie Artisanal Brewing et tu as aussi une autre casquette puisque tu gères la branche européenne, si on peut dire ça, de American Canning. C'est ça, qui est le sponsor de l'épisode. Exactement. Donc bonjour à tous, merci encore de me recevoir. Donc en effet, on est une brasserie de bière artisanale située en Touraine, à Amboise. Et nous avons été le client de lancement d'American Canning pour une de leurs machines à mettre en canette. Une machine qu'on a attendue à peu près 4 ans avant de pouvoir vraiment la mettre en service. Donc pendant ces 4 années, on faisait appel à des prestataires de services. Et quand cette technologie a été disponible sur le marché européen avec le certificat CE, on a été le client de lancement. On est d'ailleurs encore le client le plus patient de l'histoire de la société. C'est à quel point on était convaincu par cette société et par cette technologie. Et donc, quand ils nous ont proposé de les représenter en Europe, pour nous, c'était évident d'être un petit peu ce partenaire. Donc, on participe à quelques salons en Europe et on s'occupe donc de tout ce qui est préparation des devis, qui suit une trame qu'ils nous donnent, envoi de devis, le suivi et la formation. Voilà. Et donc, je t'ai convié à cet épisode puisque aujourd'hui, on va parler de la canette de manière assez générale. Ouais. Et je me suis dit que, en effet, tu avais peut-être le savoir et toutes les compétences pour nous parler de la canette, aussi bien en tant que brasseur qui utilise ce format-là, qui l'a utilisé d'ailleurs dans un premier temps avec un encaneur mobile et maintenant via sa propre ligne de conditionnement, et avec ta deuxième casquette d'American Canning où tu connais plus du coup la partie matérielle. Exactement. Je sais que pour parler de la canette, tu serais donc la bonne personne. Exactement. Et donc, on a, nous, 2 encaneuses, si on peut utiliser ce nom. Mm-hmm. On en a une qui est en contre-pression et une qui est atmosphérique, qui sont 2 technologies différentes. On en reparlera tout à l'heure. Exactement. Et donc, on pourra vraiment expliquer un petit peu les avantages, les inconvénients et surtout expliquer pourquoi une plus que l'autre et comment choisir la technologie qui va bien par rapport à nos opérations. Très bien. L'épisode, on va essayer de le découper un petit peu, on va dire en 3 grosses parties. Une première partie, je vais essayer de faire quand même un peu un historique de la canette, comment ça est arrivé, déjà de manière générale, comment la canette est née, comment elle est arrivée dans le milieu de la bière, comment elle a évolué. Ensuite, on va passer sur une partie qui est plus centrée sur justement la canette et la bière, quels sont les avantages d'utiliser de la canette pour conditionner de la bière, quels sont aussi les inconvénients s'il y en a par rapport à la bouteille et ainsi de suite. Oui. Et après, en effet, on va arriver sur une partie un peu plus technique sur le conditionnement lui-même. On va parler un peu de la partie technique du conditionnement, qu'est-ce que ça implique, quels sont les points de vigilance quand tu conditionnes une bière en canette et voilà, là-dessus tu seras clairement la voix du podcast. Parce que ça marche. C'est je compte sur tes connaissances. Je serai prêt. Alors j'ai énormément de notes, j'ai fait des recherches un peu dans tous les sens sur notamment la partie historique de la canette. Donc je sais pas si je vais tout utiliser parce que j'en ai vraiment beaucoup. Le but étant de rester quand même un podcast un peu concis et digeste, mais je vais me lancer là-dedans quand même. Allez. J'ai un petit teasing de ses débuts modestes à son statut actuel d'écrin pour les bières craft les plus pointues. La canette a parcouru un sacré chemin. Comment est-elle passée d'un symbole de bière cheap à celui de la fraîcheur et de l'innovation ? Quels sont ses secrets de fabrication et de conservation ? Voilà, c'est un peu je m'en servirai pour le teasing de l'épisode. Dans un premier temps, on va aller aux origines de la canette. Et là-dessus, on peut dire que la canette, elle est née globalement, alors pas forcément dans la forme qu'on lui connaît actuelle, mais en tout cas le principe de la canette est né à la fin des années 1700, début 1800, et on peut déjà commencer à être fier de la canette, puisque lorsqu'à la base de la canette, c'est une innovation française, puisque c'est né de
l'invention et la découverte de Nicolas Appert, qui a en gros découvert ce qu'on appelle maintenant la pasteurisation. Oui. En gros, le terme est resté pasteurisation parce que Pasteur, en fait, a par la suite, avec beaucoup plus de connaissances, pu vérifier les hypothèses de Nicolas Appert sur ce procédé et confirmer que toutes les hypothèses parce que Nicolas Appert, en gros, a inventé ce que lui appelait à l'époque l'apertisation. C'était d'utiliser des bocaux lui en verre. À la base, c'était même des bouteilles de champagne sur lesquelles il faisait élargir le col. D'accord. Dans laquelle il venait stocker des aliments, puis qui venait stériliser en les plongeant dans de l'eau bouillante pendant à une certaine température pendant une certaine période. Et il s'est rendu compte avec ça que les aliments se conservaient. Alors en fait, il a fait ça d'ailleurs pour répondre à une demande de Napoléon à l'époque, qui cherchait un moyen de conservation des aliments, notamment pour la marine. Ah, ok. Donc voilà. Il y avait une récompense de, alors je sais pas quelle était la monnaie de l'époque, mais voilà, une récompense assez importante en écu peut-être, ouais. Qui a motivé Nicolas Appert là-dessus. Donc, on n'en est pas sur la canette en aluminium qu'on a maintenant, mais en gros, le principe de conserver un aliment dans un bocal et qu'il soit en tout cas sur un environnement protecteur pour le produit qu'il contient est né de là. Après, par la suite, on va dire, alors du coup, ce que je disais avant, Nicolas Appert, lui, il a découvert ce procédé en pratiquant, avec l'hypothèse que mettre le produit, le contenant dans de l'eau chaude à une certaine température pendant une certaine période venait en gros tuer les organismes qui pouvaient amener à la décomposition ou à la pourriture du produit. C'est ça. À côté de ça, il y avait une autre personne dont j'ai oublié le nom qui avait une autre hypothèse là-dessus sur le procédé. Et en fait, pourquoi on a gardé ensuite le terme de pasteurisation? Parce que c'est Pasteur qui lui a pu valider l'hypothèse en prouvant que Nicolas Appert avait bien raison sur son procédé. Et aussi en quantifiant, parce qu'aujourd'hui on appelle les pasteurizing units, donc encore une fois en anglais, désolé, ça va être le niveau auquel on veut pasteuriser, donc nous dans notre cas la bière. Pour une bière, en général, une bière avec alcool, on est aux alentours de 15 pasteurizing units, où pendant 15 minutes, on va maintenir la température du contenu à 65 degrés Celsius. Si on veut pasteuriser plus, parce que c'est une bière qui a besoin d'avoir une protection microbienne plus importante, comme par exemple dans les bières sans alcool, on va monter à 20-25 pasteurizing units. Et là, on est en train de faire un segue, désolé. Oui. Mais bon, pour faire ça, soit on monte la température, qui peut impacter le goût du produit, soit on augmente la durée à laquelle on reste à 65 degrés Celsius. Et c'est vrai que dans un contenant comme la canette, c'est plus facile de faire monter en température et surtout de faire redescendre que dans une bouteille en verre. Oui, on y reviendra quand on parlera des avantages de la canette. Exactement. En effet, en tout cas sur la canette en aluminium, bon, sur le fer aussi c'était le cas, il y a un côté beaucoup plus conducteur de chaleur et de froid que sur le verre. D'ailleurs, la canette en métal, la canette métallique, elle est arrivée rapidement après du coup ce format, on va dire, en verre. D'ailleurs, je fais une aparté, mais j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça me fait rire. C'est que moi j'utilise, et beaucoup de personnes, en tout cas dans le milieu de la bière craft, utilisent le terme canette pour désigner la boîte métal, comme on l'appelle dans l'industrie ou dans la GD. Mais en fait, canette désigne aussi une bouteille à la base. Ah, ok. Et c'est un conditionnement. Ouais, en fait, et notamment je crois que c'était nos chers amis belges. Ah, ok. Mais j'avais cherché du coup la définition de la canette et en gros, t'as plusieurs définitions, mais la définition qui nous intéresse nous, c'est bouteille de bière de forme et bouchage spécifique. Et après, t'as une deuxième définition à ça qui est boîte cylindrique en métal contenant une boisson. D'accord. Mais à la base, canette était un terme qui servait à appeler une bouteille de bière. Donc il y a pas mal d'anciens, on va dire, qui appellent encore une bouteille une canette, et qui pour une canette, ce que nous on appelle une canette, utilisent le terme de boîte métal. Oui, d'accord. Donc voilà. Donc je reviens donc sur notre boîte métallique, qui elle est arrivée assez rapidement après le procédé, en fait qui découle du procédé d'apertisation qu'a inventé Nicolas Appert sur la boîte, sur le verre. Il a été ensuite appliqué par un Anglais dont j'ai oublié le nom,
mais Peter Durand, voilà, qui a récupéré en fait le procédé de Nicolas Appert et qui l'a breveté au Royaume-Uni et qui l'a ensuite exporté un peu partout. Et lui, il l'a breveté notamment sur la boîte en fer blanc. Ok, ouais. Donc voilà, donc le but étant bien sûr d'appliquer ce même procédé de conservation avec dans une boîte métallique. Donc voilà, comme je disais au début, qui était en fer blanc. Heureusement, ce n'est plus le cas maintenant. Heureusement, ouais. Alors la boîte métallique au début, elle avait quand même pas que des avantages, puisque l'ouverture facile qu'on connaît maintenant n'existait pas à l'époque. C'était même pas, voilà, en fait c'était une conserve. C'est une boîte de conserve. Boîte de conserve. Ouais. Maintenant on a la boîte de conserve avec l'ouverture facile aussi, mais c'est vraiment la boîte de conserve à l'ancienne et pour laquelle il n'y avait pas forcément encore l'ouvre-boîte standardisé. Donc c'était. Puisque le sertissage de l'une, de la boîte de conserve où on met les petits pois dedans et de nos canettes, c'est le même principe. Même principe, ouais. Et quand on parle de canettes pour la bière et pour la boisson, c'est quelque chose qui arrivait plus au début des années 1900, notamment avec la prohibition aux États-Unis. Oui. Puisque époque de prohibition, les brasseries, en tout cas celles qui continuaient à produire, ont cherché à conditionner dans des contenants autres que le verre, puisque la bouteille en verre était consignée et était pas forcément aussi pratique à transporter. Ouais. Donc c'est de là qu'est née, en tout cas, l'idée de mettre de la bière dans des canettes qui étaient donc non consignées, plus légères, moins chères, plus faciles j'imagine, à distribuer un peu sous le manteau aussi pendant la prohibition. C'est vrai, ouais, moins lourd. Et est-ce que tu sais quelle est la première brasserie à avoir mis une bière en canette ? C'était pas Busch ? C'était Gottfried Kruger Brewing Company, dans le New Jersey. Ah ok, ouais. Et avec un partenaire industriel qui s'appelait American Can Company. Voilà. Pas American Canning, mais... Mais moi, ce que je sais, c'est que la bière a été un élément moteur de la révolution industrielle aux États-Unis. Oui. Ça a été un des premiers produits où il y a eu des chaînes de production. Et ça a joué un rôle après dans l'automobile avec Ford, où il y a eu ils se sont énormément inspirés justement de brasseries qui avaient réussi à automatiser la mise en canette. Donc c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on fait nous à une échelle craft a influencé le monde industriel au début des années 1900. Clairement. Et donc cette première bière en canette, donc ça a apparu en 1935. Ouais. Était donc en canette en fer blanc comme à l'époque, avec un format qui ressemble plus à la boîte de conserve qu'à la canette actuellement, puisque c'était vraiment un cylindre droit. Il n'y avait pas les bourrelets et compagnie qui sont, j'imagine, faits d'ailleurs pour renforcer la structure. Ouais, exactement. Pas d'ouverture facile non plus, donc on a inventé une sorte de décapsuleur ouvre-boîte qui venait faire alors c'est dur à imaginer dans un podcast où on est juste à l'audio, en audio description. Du coup ça faisait on venait faire une petite encoche dans le couvercle de la canette pour retirer vraiment une fine bande. D'accord. Qui faisait une ouverture pour consommer directement à la canette. Dès le début de l'utilisation de la canette chez cette brasserie, il y a eu un retour assez positif du consommateur, donc qui a un peu incité à continuer dans cette voie-là. Et on retrouvait la canette sous alors deux formats différents. Du coup, je te parlais de ce format où on venait utiliser un décapsuleur. 33 et 44. La 44 pas encore, mais on en reparlera après de la 44 d'ailleurs. Mais non, en format, je parle de format vraiment de forme. Oui. Et il y avait donc celle dont je te décris là, qui s'appelait la flat top et qui s'ouvrait du coup avec une church key, une clé d'église, ça s'appelait le petit outil pour les ouvrir. Et non, il y avait aussi une cone top, donc en fait il y a le format un peu d'une bouteille, donc on avait un cylindre métallique qui se resserrait en haut et qui avait vraiment un bouchon pour le coup à dévisser. D'accord. Plus facile à utiliser, mais qui n'est pas le format qui a perduré parce qu'on perd quand même pas mal d'avantages du stockage avec cette forme-là. En revanche, même si l'innovation était très intéressante, à cette époque-là, on faisait face à des contraintes quand même, notamment le goût métallique. Bah oui. On était sur de la bière dans une canette en fer blanc, sans revêtement et compagnie. Donc on en reviendra après quand on parlera des avantages et inconvénients de la canette, mais des gens qui disent que la bière en canette a un goût métallique, peut-être qu'ils ont un souvenir de quand ils buvaient de la bière en 1935. Ça doit être ça. Mais normalement, ce n'est plus le cas maintenant. Et évidemment des problèmes aussi au début d'étanchéité dus à la pression de la bière dans la canette. On n'avait pas, comme on disait maintenant, la forme de canette renforcée qu'on avait maintenant. On n'avait peut-être pas les mêmes non plus technologies sur le sertissage et ainsi de suite. Et les outils. Et donc les fuites étaient plus fréquentes, les explosions aussi. Donc ça c'est
une question d'évolution, puisque après, on a eu quand même de grosses avancées dans la canette pour arriver au format qu'on connaît maintenant. Je pense que, en tout cas pour la bière, une des premières grosses avancées est arrivée dans les années 50 avec la brasserie Coors qui a apporté l'aluminium. Donc déjà, ça c'est donc, c'est arrivé dans les années 50, ça s'est vraiment démocratisé ensuite dans les années 60-70. Pourquoi ? Parce que plus léger, plus facile à mettre en forme, offre une meilleure résistance à la corrosion notamment, parce que bon, quand ta canette rouille, c'est quand même rarement sympa. Oui. Et surtout, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facilement recyclable. Exactement, oui. Recyclable à l'infini, d'ailleurs. Exactement. Oui. Et après, pour les autres évolutions, on a eu évidemment les systèmes d'ouverture. Pour mettre fin à la fameuse Church Key, on a eu la languette pull tab, donc, qui était un peu, je sais pas, un peu ce qu'on a sur les canettes, enfin les conserves de petits pois et compagnie maintenant, qui viennent enlever tout le couvercle. Bon, au début sur la bière, c'était fait de manière à enlever qu'une bande, mais du coup pouvoir le faire manuellement sans avoir besoin d'un outil. Donc ça, c'est dans un premier temps, on a eu ces pull tabs qui sont arrivés. Ça a été breveté en 1963. Tu vois. Et puis ensuite, la languette l'ouverture qu'on a actuellement, qui est arrivée un peu plus tard dans les années 70-80. D'abord, pour ceux qui nous écoutent, qui sont un peu plus de notre génération, qui se souviendront peut-être de l'ouverture plus étroite, et maintenant en ouverture plus large, ce qui est arrivé ça dans les années 2000. Et enfin, les dernières vraies évolutions, on va dire, de la canette qui nous servent encore tous les jours, c'est le revêtement interne qui existe depuis un bout de temps, mais qui a évolué. Et qui continue d'évoluer. Pour en effet être plus neutre en goût, être le moins toxique possible. Et d'être en plus Europe, imperméable. Voilà. Parce que c'est le moment peut-être de l'approcher. Aujourd'hui, 99% des canettes qu'on trouve en Europe, c'est une technologie qui s'appelle BPAI. Et donc, une fois que la canette est formée, il y a un jet qui va venir, un peu comme un vernis, qui va venir recouvrir à 98%, 99% l'aluminium, et qui va faire un peu cette protection imperméable entre la canette en aluminium et justement la boisson. L'aluminium est très toxique pour le corps humain, et donc il y a une société au Japon qui s'appelle Toyo qui a inventé une méthode qui s'appelle Atulk. Et cette méthode, en fait, c'est plutôt que de mettre un revêtement une fois que la canette est frappée, une fois que la canette est formée, et ben en fait, ça va être un revêtement qui va être mis sur le rouleau aluminium en lui-même, la plaque avant, sur la plaque, c'est ça, de manière à ce que quand la canette est frappée, le revêtement est déjà fait. Ouais. Donc c'est une protection plus uniforme du coup. Exactement. Et là, il y a, alors sur les analyses qui ont été faites, c'est 99,99999%. Oui, voilà. Il y a toujours forcément une part d'incertitude. Voilà. Mais voilà, donc c'est un petit peu aussi les nouvelles technologies, parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On a déjà minimisé les épaisseurs de la canette, on a renforcé les technologies pour faire justement ce sertissage, mais maintenant c'est vraiment cette protection, cette barrière entre l'aluminium et la boisson qui va être améliorée. Donc oui, on est encore en fait sur une évolution constante du produit. Et là, cette innovation dont tu parles, c'est quoi ? C'est assez récent ? Alors, c'est prêt à arriver en production ? Alors, c'est en production. Okay. Alors, en Europe, il n'y a pas encore de société qui le faisait. Il y a un site de production aux États-Unis, qui est d'ailleurs une société sœur d'American Canning. Okay. Et évidemment, en Asie et au Japon, c'est exclusivement... C'est la norme maintenant, ouais. Ok. Et tu penses que ça va devenir la norme partout ? Je pense que ça va devenir la norme à très court terme. Okay. Après, c'est juste histoire que les fabricants comme Ball ou comme Ardagh arrivent à s'équiper de cette matière. Ils adaptent leur ligne de production. C'est ça. Évidemment. Parce que, oui, en plus, pour eux, j'imagine que c'est même une simplification de la production, puisque il y a quand même une étape en moins. Il y a une étape. En gros, c'est la matière première qui apporte déjà le... Alors, la matière première va probablement coûter plus cher. Oui. Mais avec un procédé en moins. Et c'est là où on voit plus alors surtout dans les sodas et pas dans la bière, où l'acidité est quand même assez importante. Oui. Il faut qu'il y ait cette protection, parce qu'un jour, pour rigoler, on a mis de l'acide citrique dans une canette, et on a tout de suite vu les points
les points de rouille qui ont été instantanés. Donc c'était intéressant. Est-ce que toi tu penses que mine de rien l'image un peu péjorative ou négative qu'on a sur la canette actuellement en France peut venir aussi de souvenirs d'antan, de quand la canette n'était pas encore aussi moderne que maintenant, ou c'est juste des préjugés Alors, je pense que c'est des préjugés, peut-être à cause de la population historique qui buvait des canettes. Cette image, ce préjugé n'a jamais existé aux États-Unis. Ok. Et pourtant, il y a eu une consommation, ils sont été les premiers à avoir eu cette boisson avec le côté métallique. Donc je pense que si jamais ça venait de ça, je pense que le consommateur américain aurait plus de réticence que le consommateur français. Mais je pense que le préjugé vient plus du consommateur historique, je vais dire. Peut-être de la manière dont la canette a été utilisée aussi. Oui. Peut-être que justement, alors je sais pas si c'est spécifique à la France, ou peut-être ou est-ce que la canette est vue un peu de la même manière en Europe globalement. Est-ce que c'est pas je pense pas. Peut-être la France. Je pense que c'est plus le côté faire de vin, boire des produits en bouteille. La canette semble peut-être moins. Je pense que dans les régions où il y a plus de vignerons, plus de vignobles, je pense que le romantisme autour de la bouteille reste un petit peu le motif d'aller vers ce conditionnement. Mais aujourd'hui, la canette domine la boisson par rapport à la bouteille. Aujourd'hui, on a de plus en plus... Soda, c'est ça, exactement. Quand on enlève... Et c'est loin devant le plastique et c'est loin devant le verre. Et donc, je pense que il y a peut-être encore une génération, il doit peut-être encore y avoir quelques années avant que les gens qui boivent aujourd'hui des Coca ou des energy drinks en slim, en slick, en format de canette un petit peu fin et allongé, se disent attends, j'ai bu du Coca toute ma vie dans des canettes, pourquoi est-ce que je peux pas boire une bière en canette, quoi? Le côté métallique, je l'ai jamais eu dans le Coca, je vais pas l'avoir dans la bière. Donc je pense qu'il y a encore peut-être une génération à passer pour que les gens, je sais pas, des années 80-90 puissent vraiment arriver à fond sur la consommation de la bière et ne plus avoir ce préjugé. Et est-ce que dans ces préjugés, il y a peut-être aussi les méthodes de consommation, de dire que la canette, le contenant est pratique, on l'emmène partout avec nous, donc on a tendance à boire à la canette. Oui. Ça peut apporté une sensation moins classe, et moins sexy, parce que c'est vrai que on voit jamais ou rarement les gens boire du vin à la bouteille, quoi. Non. Et donc c'est rare. seul aux États-Unis, mais c'est dans un papier craft, et donc les gens savent pas ce que les gens boivent. Mais oui, je pense que tu as raison dans le sens où ça fait un peu pochetron, quoi. Tu vois, c'est un peu l'image du clodo, sa 8-6, tu vois, c'est bon, voilà. Je pense que tout ça, c'est un peu l'image, mais je pense que le mouvement craft qui a commencé et qui perdure, évidemment, et qui prend de l'ampleur, montre bien que c'est une méthode de conditionnement qui est non seulement accepté, mais maintenant recherché. J'ai visité un caviste hier, et ça faisait 2-3 ans que je ne l'avais pas vu. Il n'y avait aucune canette il y a 2-3 ans, et aujourd'hui, il va chercher les produits équivalents en canette, et il est en train d'enlever les bouteilles. Alors que c'est pour un produit qui existe en conditionnement bouteille et canette, il va préférer la canette. Exactement. Et donc moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, ça change. Alors, la même journée, on m'a encore dit, un caviste en province de Touraine, que lui, c'était l'inverse. Il voulait absolument rester sur la bouteille, mais pour le centre-ville de Tours, on a ce besoin de passer à la canette parce que c'est accepté que le vin soit en bouteille et que la bière en canette, ça a les avantages qu'on m'a expliqué tout à l'heure. Et c'est plus accepté, et c'est même un gage qualité. Oui. Tu disais d'ailleurs que la perception n'est pas du tout la même aux États-Unis. Pourtant, la canette est arrivée là-bas aussi avec l'industrie, mais sans forcément nuire à l'image de la canette, du contenant en lui-même. C'est pas parce que c'était que les bières industrielles. De toute façon, à l'époque, il n'y avait que ça, donc que ça nuit à l'image de la canette. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui a aussi beaucoup aidé l'explosion de la canette après dans le milieu de la craft, c'est qu'il n'y avait pas cette perception négative à la base. Et pour le coup, avec la naissance de la révolution craft aux États-Unis, la canette est rapidement arrivée comme
une solution évidente. J'imagine qu'au début, c'était peut-être plus de la bouteille, plus par contrainte technique. J'imagine quand tu étais une petite brasserie, tu n'avais peut-être pas forcément les outils à disponibilité pour mettre de la canette. Oui, je pense que quand la craft est arrivée, ils ont probablement dû, un petit peu comme en France, avoir des méthodes de mise en bouteille avec refermentation. Bien sûr. Surtout que initialement, l'influence belge était assez présente aux États-Unis sur les premières brasseries qui sont montées. Alors, on parle souvent de la révolution craft, on parle de l'IPA, mais il y a quand même beaucoup de brasseries américaines qui se sont inspirées des styles traditionnels au début, justement pour venir... La bière belge a toujours eu une bonne réputation aux États-Unis. Exactement. Après, elle n'est pas forcément facilement importée. Et après, des brasseries, notamment, alors maintenant, est-ce que c'est encore considéré comme craft ou pas aux États-Unis, mais une brasserie comme New Belgium, bon, le nom dit tout. C'est ça, exactement. Et donc, initialement, il y a quand même eu un avantage de faire des refermentations. Oui. Et donc, refermentation en bouteille. Et donc, tout ça mis bout à bout a fait que les premières bières craft n'étaient pas des IPA. Et même si Sierra Nevada, dans les années 70, sont arrivés avec des pale ale, il y a eu des pale ale initialement en bouteille, puisque c'était aussi le mouvement homebrew, le mouvement brasseur amateur qui a un petit peu inculqué ça, mais étant quand même sur un marché très dynamique dans l'innovation, les gains de temps, les avantages techniques et surtout les avantages de coûts de fabrication et de coûts de transport a vite poussé les jeunes brasseries craft américaines à se tendre vers la canette et de faire les investissements qui allaient pour justement répondre à cette demande. Est-ce que tu sais quelle est la première brasserie craft justement à avoir utilisé la canette? Alors, d'après mes sources et recherches, j'espère qu'elles sont bonnes. Anchor Steam. Alors moi, mon information, ce serait que ça serait Oscar Blues. Oscar Blues. En quelle année, tu sais? En 2002, avec la Dale's Pale Ale. Ok. Alors ça me paraît en même temps assez tard. Assez tard. Mais c'est une information que j'ai retrouvée sur pas mal de sites. D'accord. Donc est-ce que ou c'est peut-être la première à être sortie, on va dire en masse, n'est-ce pas? Mais voilà, ce serait en tout cas Oscar Blues qui l'aurait apporté en 2002. Alors après, j'ai l'impression que début des années 2000, la canette quand même était, ou alors ça s'est vraiment propagé très vite. Oui, probablement. Mais parce que ça m'étonne parce que je te dis, moi la première vraie brasserie craft était Anchor Steam à San Francisco. Et après, tu as eu tout le développement dans la ville de Chico avec Sierra Nevada, avec une très très grosse influence de Sierra Nevada qui justement, la levure qu'ils utilisaient, la California Ale, est devenue la Chico. Et c'est un peu le nom de code entre brasseurs pour parler d'une souche qui est commune sur différents types de vendeurs de levure. Donc... Ok, je ferai peut-être des recherches en parallèle. Ouais, parce que j'avais trouvé ça et là tu vois, je suis en train de regarder vite fait en même temps et vraisemblablement j'ai l'impression que Anchor aurait commencé à utiliser la canette assez tardivement justement. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais après voilà, des informations évidemment à recouper, mais ouais, moi ce que j'ai comme information c'est en effet que c'est Oscar Blues. Ok. Je te suis. J'ai plusieurs sites qui en parlent, mais notamment là j'étais sur attends, je viens de trouver une information contradictoire. Sur un site qui s'appelle All About Beer et un article qui s'appelle Canned Mythology Debunking the Misperception of Craft Beer in Can. Et qui dit que visiblement, alors attends, faut que je le retrouve dans l'article où c'était, mais qui dit que vraisemblablement la première canette ne serait pas de chez Oscar Blues. Alors, attends, putain, l'article est extrêmement long. Mais bon voilà, comme quoi. ChatGPT a dit que t'as raison. Ok. D'après ChatGPT. J'ai du mal à croire ChatGPT Oscar des Blues. fois, mais dans le Colorado en 2002. Voilà. Donc c'est peut-être le temps que la technologie devienne peut-être un peu plus compacte entre les brasseries industrielles et les brasseries craft. Probablement.
Eh bien, voilà, j'arrive avec des informations qui me semblent approximatives, ça me donne pas confiance pour la suite. Mais... Moi, je dis que si ChatGPT le dit, allez, je te donne le point. Je vais faire confiance à ChatGPT, mais j'essaierai peut-être de faire des petites recherches pour confirmer ou infirmer ça par la suite. Et du coup, voilà, donc l'arrivée de la canette quand même dans le milieu de la craft, en tout cas aux États-Unis, s'est fait quand même relativement rapidement et c'est quand même très rapidement démocratisé surtout. Oui. Là où en France, ça traîne un peu. Alors encore une fois, est-ce que alors on en revient à ce qu'on disait, hein, il y a la perception de la canette. Est-ce qu'il y a aussi une question de mise à disposition de l'outil, de la technologie? Est-ce que c'était plus difficile de venir mettre une bière en canette? Alors on reparlera un peu plus tard des méthodes et des outils, mais en effet peut-être que les outils d'encanage adaptés à une petite brasserie n'étaient pas forcément très disponibles sur le marché aussi. Oui, c'est ça. Je pense que surtout pour nous en Europe, des mises en bouteille dans le vin était quand même beaucoup plus populaire, alors que la mise en canette a été quand même un petit peu plus dure. Donc, on avait des fournisseurs, et on a des fournisseurs français et italiens et à close proximité de la France qui peuvent nous permettre de faire des mises en bouteille de façon initialement beaucoup plus accessible d'un point de vue prix. Et c'est vrai que c'est quand les technologies américaines sont arrivées et canadiennes qu'il y a eu un peu un mouvement pour réduire un petit peu les coûts des machines. Tu vois, nous, notre embouteilleuse, qui est aussi une embouteilleuse américaine d'ailleurs, qui était donc isobarométrique contre pression, comme notre encanneuse, ou une des deux, avait été sensiblement plus chère en 2018 que notre encanneuse en 2024. Ouais, okay. Tu vois. Donc, c'était aussi peut-être l'offre et la demande. Mais je sais qu'en 2018, quand on a regardé les prix, nous, des encanneuses, parce qu'on voulait arriver tout de suite avec des canettes, les prix étaient astronomiques, quoi. Bah justement, on a déjà, je crois, parlé quand on a fait l'épisode sur la brasserie, justement. Et là, je m'adresse à Matt, fondateur d'Artisanal dans un brasseur, ouais. Brasseur, étant. C'est, est-ce que tu peux nous dire, du coup, toi, ce qui t'a motivé à choisir la canette? Parce que, en effet, maintenant, tu as une grande partie de ta gamme et toutes tes éphémères qui sortent en canette. Oui. Mais initialement, quand tu as lancé la brasserie, tu étais en bouteille. Mais de mémoire, quand tu nous en as déjà parlé, c'était plus... c'était pas forcément une volonté de ne pas partir sur la canette, de prendre de la bouteille. Oui. Tu voulais faire de la canette dès le début. Exactement, tu as tout à fait raison. Quand on est arrivé, nous, sur le marché européen, donc nous, on est rentré des États-Unis en 2018 avec donc Katie, les enfants, les chiens, etc. On a monté un business plan et dans le business plan, on avait identifié la canette comme moyen de conditionnement, et pour deux raisons. Un, parce que très peu le faisaient, et donc ça nous aurait différencié dès le début. Et de deux, parce que c'est quand même un conditionnement qui est beaucoup plus adapté pour la bière, pour éviter justement un impact gustatif avec les UV, pour éviter des risques d'oxydation, parce qu'une capsule de bière qui n'est pas avec de la cire dessus a toujours un petit risque d'oxydation au niveau de la capsule. Et que le verre coûtait plus cher, et que le verre est plus lourd, et que on savait que le marché que nous on voyait des États-Unis exploser sur la canette allait arriver en France. Nous, les premiers rendez-vous professionnels qu'on avait eus après quelques jours et quelques semaines en France, c'était avec un distributeur, et on avait fait un joli PowerPoint, on expliquait par A plus B comment on voulait le faire, qu'est-ce qu'on voulait faire, et une des recommandations qui était rédhibitoire pour notre distributeur, c'était ne faites pas de la canette. Alors, on s'est dit, là, on était en 2018. Là, c'est 2018, ouais. C'était à ce moment-là, ça devait être avril 2018. Et alors avec Katie, on était un peu embêtés parce qu'on y croyait dur comme fer, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et donc, mais d'un autre côté, on n'est pas non plus Apple et tu fais un iPhone et tu fais pas de recherche et que tout le monde va l'acheter. Donc, on savait qu'il fallait répondre à un besoin en local. Et notre partenaire en local nous disait, Katie, Matt, c'est de la bouteille. Alors on se dit, bon, d'accord. 3 semaines après, on y retourne, on refait des études de marché, on se dit, bon, ok, on va faire de la bouteille, mais on va faire de la bouteille 50 centilitres, parce que moi, j'aime les pintes. Et ils nous regardent, ils nous disent, alors, oui,
mais non. Nous, vraiment, sur le marché tourangeau, sur le marché local pour nous, il nous faut de la bouteille 33 et de la bouteille 75. Bien inscrit dans les codes traditionnels historiques. Et donc, on écoute, on retourne étudier et on se dit, bon, bah d'accord, notre objectif, c'est d'être présent en local, notre objectif, c'est de répondre à un besoin. On va mettre notre idée de faire de la canette un tout petit peu de côté, qui était quasiment au même moment où Aérofab se lançait, et eux ont fait le pari. C'est la première brasserie craft en France, je crois, avoir fait en tout cas le pari du 100% canette. 100% canette, ouais. Et donc on se disait, bah voilà, nous, pour notre audience, à Amboise, à Tours, en Touraine, il nous faut absolument avoir un conditionnement bouteille. Et je pense pas qu'on aurait pu avoir l'essor en local qu'on a eu si on avait fait que de la canette. Et je pense que ça se retrouve peut-être aussi du côté de Nantes, parce que même si le marché de la craft à Nantes est en avance, je pense, par rapport au marché de Touraine, même si on se rattrape, Aérofab a marqué le territoire national. Et ils ont su répondre à ce moment-là à un marché national. Oui, d'ailleurs, c'est un peu le paradoxe qui va un peu à l'encontre de votre développement, c'est que Aérofab, à son lancement, est très vite devenu une brasserie qui vendait partout en France. Oui. Parce que avec la canette, ils avaient touché un public plus geek qui était déjà sensibilisé à ça, et donc public de niche, forcément, tu dois aller le chercher sur un territoire plus large, et qui ensuite, avec l'évolution du marché, se recentre un petit peu sur son local tout en faisant du national. Là où vous êtes arrivé, vous avez construit votre offre pour la Touraine, pour Amboise et ses alentours, et une fois que tout était bien installé, développé, vous avez pu développer plus au national. Exactement. Et donc, c'est marrant parce que c'est quand même intimement lié au conditionnement choisi, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est que le conditionnement a dicté une stratégie produit, une stratégie de vente. Et donc, il a vraiment fallu réussir à mettre des plans en place dès le début, de se dire, OK, je veux travailler au national, je fais de la canette, donc je vais travailler au national, donc je vais aller chercher les distributeurs qui vont bien. Nous, on a fait l'inverse, on s'est dit, on va chercher le distributeur en local, on répond à son cahier des charges, on répond à ses besoins, et après, on développe une stratégie comme ça. Et voilà. Et aujourd'hui, tu vois, encore en local, il y a des brasseries qui sont arrivées il y a un an et demi, qui étaient à 100% en canette, et qui font marche arrière, et qui passent 100% en bouteille maintenant, sur la même offre produit. Donc ça montre que pour les brasseries qui se lancent dans une région, le conditionnement est très très important pour la stratégie produit qu'il va y avoir. En fonction du public qu'on veut viser aussi. Exactement, ouais. Oui. Est-ce que tu penses que malgré du coup les freins qu'on a en France que le grand public a par rapport à la canette, si on cible le marché de la craft, le développement de la canette suit un peu celui qui est arrivé aux États-Unis dans un premier temps, ou est-ce qu'on a quand même des spécificités avec Alors c'est culturel, je pense. Le français, dans le sens large du terme, n'est pas toujours un client ou un consommateur qui va adopter rapidement. Ça se voit sur les évolutions des habitudes de consommation. On va y arriver, mais tout doucement. Et je pense qu'il y a un phénomène qu'on a bien connu il y a quelques années qui peut bien marquer ça. Je pense l'opposition États-Unis et France là-dessus, c'est le phénomène du hard seltzer qui a explosé aux États-Unis, qui est devenu en l'espace de quelques mois ou peu d'années un marché gigantesque qui valait des milliards. Alors je sais pas où il en est maintenant en tout cas, mais le côté early adopter des Américains ont fait que c'est devenu gros très vite. Et que quand des gens, notamment toi d'ailleurs, ont essayé de l'implanter en France, se sont cassés les dents, ça n'a jamais pris. Ça a pas pris, ou ça a été une petite bulle et puis ça a vite explosé. Donc voilà, donc je pense que la canette, pour les avantages que ça a, et parce que en France, on reste quand même des gens relativement éduqués et intelligents, et on va voir les valeurs de l'avantage qu'on va expliquer tout à l'heure, mais il y a quand même ce frein pour des générations un peu plus âgées, quoi. Et toi, alors maintenant que tu as fait le choix de développer, alors déjà ta gamme éphémère 100% en canette, mais aussi même ta gamme permanente, d'avoir le double format. Je crois que quasiment toutes tes références, il y a peut-être des références que tu as gardées que en bouteille et d'autres que tu... Alors, on a aujourd'hui qu'une seule
référence de notre gamme de 7 bières qui n'est encore qu'en bouteille et pas encore en canette. C'est notre American Amber. Mais elle va arriver en canette avant la fin d'année. Ok, donc d'ici la fin d'année, tu auras 100% de tes références permanentes à la fois en bouteille et en canette. Exactement. Et alors, pas 100% parce que notre White Stout... en canette. Que en canette, c'est ça. Donc, et on a notre White IPA qu'on a un petit peu retravaillé et qui va passer du style White IPA à NEPA, qui, elle, d'ici la fin d'année, sera exclusivement en canette. Ok. Voilà. Donc, on commence petit à petit à travailler des spécificités en fonction du marché. Ouais. C'est ça. Donc, l'American Amber peut passer en canette et on commence à sentir sur certains styles comme les NEPA un besoin du consommateur un petit peu plus grand public d'aller la chercher en canette. Pour des points qu'on verra après, en plus, tant mieux pour le produit, j'ai envie de dire. Exactement, ouais. Et donc voilà, toi qui as ces produits à la fois en bouteille et en canette, qui en plus a ta taproom, dans laquelle on enregistre d'ailleurs actuellement, et où tu peux être en contact direct avec le public, est-ce que tu sens encore des curiosités, des interrogations sur le pourquoi la canette? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris et fait le pas? Est-ce que... Alors, notre taproom, je ne sais pas si c'est le lieu qui va être le plus représentatif de ce que nous, on vit un petit peu plus en large, parce que donc, nous, on est au pied de la Loire à vélo. Donc, tous les gens qui vont être en vélo vont prendre les bières en canette. Mais ce qu'on vend le plus, c'est des bouteilles 75 centilitres. Et ce qui est marrant, en litrage, tu vois, on va peut-être faire... 2 fois plus de bouteilles 75 centilitres que 33 centilitres. Et encore une fois, en Boise, on est entouré de vignobles et d'amis vignerons. La bouteille 75, c'est romantique. Tu mets une bouteille 75 à table, tu peux boire, c'est ça. Tu partages, etc. Les bouteilles 33, nous, on est un petit peu entre deux, où on n'aura pas forcément... beaucoup de demandes parce que ceux qui vont utiliser ou acheter des bouteilles 33, ça va être des gens qui vont vouloir tester le produit la première fois. Pas forcément des gens très attachés à la canette parce que culturellement, ils ne voient pas encore les avantages et les bénéfices. Et dès qu'ils auront goûté et validé le produit en bouteille 33, ils passent tout de suite à la bouteille 75. Sauf, donc encore une fois... J'ai goûté cette bière, elle m'a plu, donc je prends la 75 pour l'amener au copain. Exactement, et partager. Et la canette, nous, donc pour les gens qui vont venir chercher nos éphémères, qui s'adressent quand même sensiblement plus au marché geek, au marché niche, reste la canette parce que généralement nos bières éphémères sont à 10, 12, 15, 20 grammes par litre doublon. Et encore une fois, on verra les avantages tout à l'heure. Et la canette pour nos permanentes, parce que nos bières permanentes en canette sont en 33 centilitres et nos canettes éphémères, donc sont en 44. Et donc ces canettes permanentes 33 centilitres vont vraiment être plus pour les gens qui vont être des touristes sur Amboise, comme on peut en avoir beaucoup, et qui va donc s'adresser à un besoin de pas forcément porter les bouteilles vides, de pouvoir les écraser, de pouvoir les mettre dans les sacoches du vélo sans que ça prenne trop de poids. Je reviens juste sur un point dont tu as parlé de la canette 33 pour la gamme permanente, 44 pour la gamme éphémère. Et on n'en a pas parlé avant, mais est-ce que tu sais d'où vient ce format 44 ? Est-ce que toi, tu as des infos, on va dire, plus fiables là-dessus ? Parce que j'ai lu et entendu plein de trucs. Alors, et je t'avoue que de mémoire, ça vient du conditionnement américain qui est en ounce. Ok. Mais si jamais tu regardes 16 ounce ou 14 ounce... C'est 47,3, non ? Oui, c'est 16,1. Et c'est 47,3, je crois. Mais de mémoire, c'était aussi... Donc, il y a eu un petit peu ce copier-coller d'essayer de se rapprocher des formats américains. Et après, c'était par rapport aux hauteurs et au poids. Il y avait un cahier des charges qui faisait qu'il fallait respecter une certaine hauteur de palette et un certain poids par palette. Et c'est un petit peu avec ce cahier des charges qu'ils se sont dit, dans ce cas-là, on va pouvoir aller sur du 33. On ne peut pas faire du 45, on ne peut pas faire du 50. Okay. Et donc voilà. Mais encore une fois, je n'ai pas les sources pour ça. Mais c'était en discutant avec des fabricants de canettes qu'on m'a expliqué ça. Parce que moi, l'information que j'avais vue, du coup, est tout autre. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant d'avoir cette information. Moi, j'avais lu que le format 44 était né au Royaume-Uni. D'accord. Et dû justement à la législation sur l'alcool là-bas, qui sont obligés d'afficher sur les canettes qui se comptent en units. Oui.
et qui du coup est les units, c'est en gros un taux d'alcool par volume. Il faut que tu voilà, on te donne ta canette, elle fait X units et la consommation maximum recommandée, ou en tout cas pour reprendre la route et compagnie, est de 2 units. Ah oui, d'accord. Et que en gros c'était une sorte de consensus entre différents producteurs pour dire que la canette, on va dire, d'une bière relativement standard au Royaume-Uni, genre une Pale Ale ou une Bitter, en moyenne à tant de degrés, devait faire 44 centilitres pour rester sous les 2 units. D'accord. Ouais. Voilà. Donc ça, il y a du sens. Mais est-ce que cette version est vraie? Est-ce que la tienne est vraie? Je sais pas. Est-ce que ChatGPT a une réponse? Je ne sais pas. Attends, est-ce que moi j'ai Gemini sur mon téléphone? Est-ce que lui il a une réponse à ça? Mais je trouve ça trop intéressant parce que c'est vraiment un format qui est ultra particulier. On t'aurait dit oui, on a fait des canettes de 56,8. Tu dirais oui, bah, c'est normal, c'est la forme de pinte anglaise. La 50 centilitres, ok, c'est le standard de la pinte un peu partout en Europe. Mais 44, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Oui, et pourquoi 44 quoi. Ouais. Et c'est devenu le standard de la craft en plus. Ah oui. Eh ben écoute, d'après ChatGPT, tu as raison. Ok, et ben d'après Gemini, il me donne la même chose, mais... Mais est-ce que c'est vrai encore? Et c'est 15 ounce can pour les Grande-Bretagne. Ok. Et ça faisait donc ces unités d'alcool. Ok. Tu vois, c'est 44 centilitres, ça fait 15 US. Ah oui, tout pile. Ouais. Ok. Et donc c'est peut-être aussi une question de conversion, du coup, facilité. Donc c'est un peu entre les unités d'alcool et un chiffre rond qui n'est pas le chiffre centilitre, quoi. Oui, faudrait Impérial gagne sur... non, c'est des... Il faudrait creuser peut-être le truc, tu vas dire, voir quel fabricant a fait de la 44 en premier lieu et voir s'il y a de la donnée là-dessus, des sources, des infos, ou même interroger le fabricant pour savoir si des auditeurs le savent. Oui, peut-être que j'ai des auditeurs qui le savent. Dans ce cas-là, je serais très curieux d'avoir un retour. Vous cherchez des encanneuses efficaces et faciles à utiliser? American Canning, le pionnier de l'encannage à Austin aux États-Unis, propose des machines compactes et simples d'utilisation avec un faible taux d'oxygène dissous. Ils offrent des technologies atmosphériques ou isobariques allant d'1 à 6 têtes de remplissage pour répondre à la mise en canette de toutes vos boissons, de la bière au soda. American Canning, c'est des machines abordables avec des délais de livraison courts et une formation disponible en français directement par des opérateurs experts agréés et certifiés. Pour plus d'informations, écrivez à europe@americancanning.com. Je te propose de glisser du coup vers la troisième partie qu'on tease depuis le début sur les super pouvoirs de la canette. Ah bah voilà. En tout cas de la canette moderne, parce que la canette initiale, on a vu qu'elle n'avait pas forcément que des super pouvoirs. Elle était en fer blanc et pas de revêtement et elle explosait. Mais elle a eu un rôle majeur. Un rôle majeur dans les canettes qu'on a aujourd'hui. Pour toi, en tout cas, en tant que aussi bien du coup fabricant de bière que distributeur, revendeur de machines d'encannage, c'est quoi les principaux avantages de la canette en tout cas par rapport à la bouteille qui était jusqu'à maintenant le conditionnement standard? Pour nous, il y en a plusieurs, mais les principaux vont rester la protection du produit. Ouais. Le produit va moins évoluer. Et c'est ultra... alors, ça a beaucoup de sens quand on explique pourquoi, mais à première vue, première pensée, comme ça, c'est ultra paradoxal parce que ce que beaucoup de gens reprochent, en tout cas à la canette, avec les préjugés, c'est que ça vient altérer le goût de la bière, alors qu'en fait non. C'est le total opposé, quoi. C'est ça. C'est parce qu'en fait, une bouteille, même les bouteilles brunes, vont laisser passer des UV et ça va altérer le goût. Les bouteilles vont aussi, donc comme je disais tout à l'heure, avoir des risques d'oxydation au niveau de la capsule. Donc tout ça mis bout à bout fait que on a un conditionnement en canette qui va nous permettre de mieux conserver le produit. En termes de fret aussi, l'aluminium étant beaucoup plus léger, on peut avoir beaucoup moins de coûts de transport pour avoir des palettes de canettes. En termes de volume aussi, puisque une canette 33 centilitres comparée à une bouteille 33 centilitres, la canette est beaucoup plus basse. Oui. Alors elle est un poil plus large, mais pas beaucoup, mais beaucoup plus basse. Ouais. Et donc au final, et surtout la forme de la bouteille fait que c'est pas optimisé, quoi. C'est pas optimisé, c'est beaucoup plus difficile de les superposer. Ouais. Alors que du coup, des canettes, tu fais des cartons beaucoup plus petits, tu peux en mettre plus par palette. Oui.
Et un autre point aussi, alors ça c'est peut-être inhérent aux technologies qu'on a, mais on arrive à encanner plus rapidement qu'en bouteille. Mais encore une fois, je pense que c'est peut-être les technologies que nous on utilise dans notre brasserie. Le verre peut être réutilisé, les canettes ne peuvent pas être réutilisées. Les deux se recyclent, cela dit. Les deux se recyclent. Quand on recycle du verre, ça peut être recyclé que sur des teintes plus foncées. D'accord. Voilà. Donc avec du verre brun, on fera jamais des bouteilles transparentes pour, je sais pas, pour Desperados ou pour Corona. Par contre, les canettes et surtout les canettes imprimées sont recyclables à l'infini. Voilà. Donc il y a cet avantage. Après, j'entends souvent dire que en tout cas en France ou peut-être en Europe, la chaîne de recyclage de l'aluminium n'est pas encore ultra optimisée ou performante. Oui, c'est vrai. Il y a nos amis allemands qui sont bien en avance par rapport à nous. Oui, il y a même, d'ailleurs, je ne sais pas si l'Allemagne le fait, mais il y a des pays qui consignent la canette. Oui, les États-Unis. Justement, le Canada, souvent, on voit sur la canette. C'est 5 centimes par canette. Pour inciter justement à trier et à bien. Et d'ailleurs, tu vois, là, en 2007, avec Ketty, donc on buvait, nous, nos bières en canette et on ramenait nos canettes au centre de tri. Et avec ce qu'on récupérait des consignes, c'était notre argent de poche pour nous acheter des glaces le vendredi soir. Donc tu vois, ça remonte on était à Long Beach à l'époque. Mais oui, si tu avais cette consigne de 5 centimes par canette. Donc je vous dis pas le prix de la glace, sinon vous allez connaître ma consommation en 2007 d'alcool. mais voilà, c'était intéressant. Donc la canette a beaucoup d'avantages. Donc du coup, quand tu dis la protection, on utilisait par rapport aux UV, protection à la lumière. Oui, protection de la lumière. C'est particulièrement important, notamment sur les bières houblonnées. Tout à fait, parce que tu vas avoir un goût qui va être un peu plus fade. Tu as les houblons qui vont être beaucoup moins expressifs et qui vont être un petit peu comme si tu mettais un couvercle sur l'aromatique. L'oxydation par la capsule va donner un côté un petit peu savonneux, carton, à la bière, et la couleur va aussi très vite changer. Donc tout ça fait vraiment que le produit peut être gardé à un pic de saveur et d'arôme beaucoup plus longtemps en bouteille. Après, évidemment, la chaîne du froid aussi aide beaucoup, mais ça, que ce soit en canette ou en bouteille, va être similaire. Mais voilà, nous, on recommande et on préconise quand même conservation. Enfin, la canette pour la conservation. Exactement. Et on parlait du coup de la partie logistique aussi en termes de taille et de poids. Alors, pour donner un exemple, alors avec des chiffres pas au millimètre près parce que je les ai pas en tête, mais une bouteille 33 centilitres classique, genre long neck ou à peau, 220. C'est 22,5 cm je crois de haut. Oui. Ou 22 à peu près, quoi. Là où une canette c'est 11,5. Oui. Donc c'est quasiment 2 fois moins haut. Tout à fait. Là où en diamètre, la canette, je crois qu'elle fait 6. Ouais. Là où la bouteille doit faire 5-8, quelque chose comme ça. Donc le diamètre impacte un peu, mais par rapport en hauteur, on peut mettre 2 canettes l'une sur l'autre. En plus, elles sont piles, elles sont faites pour. Donc, dans un frigo notamment. Exactement. Ta bouteille elle prend un emplacement. Tu peux mettre 2 canettes l'une sur l'autre à la même place. Et en poids, on est à 220 grammes pour une bouteille 33. Et encore plus si jamais on est sur des bouteilles consignées notamment. Et une canette 33, on est avec la Leeds, on est à 12 grammes et 14 grammes pour une canette 44. Donc c'est du simple x20 quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a un argument qui revient des fois aussi sur la canette, alors que je trouve un peu plus facile à contredire quand même, mais on dit que la canette est incassable. Alors en effet, quand tu fais tomber ta bouteille en verre, elle explose en petits morceaux. Oui. Ta canette, elle va pas exploser en petits morceaux. Par contre, on peut avoir des pocs dessus. C'est une canette qui tombe peut aussi se percer ou quoi que ce soit. Et surtout une canette vide sur sa palette est beaucoup plus fragile, enfin elle est plus fragile, en tout cas à la manipulation, qu'une bouteille en verre. Alors une bouteille en verre elle tombe, elle explose, ta canette elle tombe, bon globalement elle va pas exploser mais tu l'utiliseras pas quand même pour autant normalement. Donc, Je suspecte mes brasseurs de faire exprès de les faire tomber pour faire des canettes staff. On connaît ça. Parce que c'est pas perdu, mais tu leur vends pas derrière. C'est ça. Mais bon, il a ça ou des échantillons pour les clients. Mais c'est pas perdu. Dans tous les cas, il faut. Alors que la bouteille en verre, une fois qu'elle est. Si elle tombe en général, elle s'en va pas. C'est ça. Mais voilà. Donc, mais c'est pour ça qu'aussi le conditionnement et le transport, comme donc la canette, quand elle est pas sertie, est
beaucoup plus fragiles. C'est vrai que si on a des POC avant le sertissage, on préconise, nous, de ne pas les faire passer dans la machine, puisque le sertissage ne va pas bien se faire. Et donc, d'ailleurs, il y a parmi tous les tests qu'on peut faire sur les canettes, on en préconise plusieurs. Évidemment, les tests de sertissage, les tests d'oxygène dissous, des tests de CO2. Mais le test de sertissage va se faire évidemment avec des pieds à coulisses. Mais nous, ce qu'on préconise aussi, et très peu de brasseries le font, c'est de les mettre dans un bain d'eau chaude, soit ce soit un bain ultrasonique avec une sorte de vibration, mais surtout de le mettre dans un bain d'eau chaude parce que le changement de température, quand on passe à 80-90, le liquide va se dilater, exactement, ça va y avoir une expansion dans la canette, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire un test de sertissage pour voir si le sertissage va tenir. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est l'opercule qu'on vient généralement ouvrir avec la languette qui va péter, mais à l'envers, de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'en soi, c'est un point de fragilité pour être une ouverture facile. Ouais. Forcément, ça doit être plus... Et donc, nous, on voit que notre sertissage est optimal quand cet opercule pète de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un test coûte pas forcément très très cher. On peut prendre des maquillants en chaude, des bains-maries, etc. On fait ça 3-4 fois pendant la mise en canne. Donc évidemment, ces cannes-là, on ne pourra pas les revendre, évidemment. Mais tu t'assures que la production, normalement, est... Et donc ça, nous, c'est ce qu'on préconise en plus du test. Après, il y a d'autres fournisseurs qui peuvent recevoir les canettes et les passer dans des machines à rayon X pour regarder le sertissage, que ce soit bien uniforme partout. Ça coûte très cher. C'est indépendant du fournisseur de la machine à mettre en canette, mais ça peut aussi valider le sertissage. Mais le coût du bain-marie, c'est quelque chose qui coûte très peu en termes d'investissement, mais qui nous assure, nous, de ne pas avoir de canettes qui vont fuir. Si on reste sur les avantages de la canette, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a la conductivité thermique de l'aluminium, qui du coup est bien meilleure que celle du verre, ce qui a pour avantage du coup, quand tu mets ta bière au frigo, de la refroidir beaucoup plus vite. Tout à fait. Bon, à l'inverse, si elle est en plein cagnard, elle va se réchauffer aussi plus vite, mais globalement le réchauffer, ça se passe mal dans les deux cas, quoi. C'est ça, que ce soit de bouteille ou du verre, le chaud va impacter le goût. L'avantage thermique, et en effet, si on est impatient de boire la bière, mais c'est surtout, moi, ce que je vois, c'est pour la pasteurisation. Parce que la chaleur, comme on vient de dire, va impacter le goût. Et donc, l'idée, c'est de faire des cycles plus ou moins longs à 65 degrés Celsius, pas forcément beaucoup plus. Mais si on met 5, 10, 15, 20 minutes de plus pour que le verre arrive à passer cette chaleur, et ben ça va être du temps où la bière va être exposée. Donc c'est pour ça que nous, sur notre gamme Avant-Garde, on a notre bière sans alcool qui est en canette et pas en bouteille pour justement pouvoir la pasteuriser prochainement plus rapidement et moins impacter le goût. Ok. Ouais. Et alors après, tu me diras si toi tu en vois d'autres. On a parlé de l'aluminium qui se recycle plus facilement quand c'est bien fait. Et moi, le dernier point que je m'étais noté en point positif pour la canette par rapport à la bouteille, c'est la surface pour le visuel. Dans la craft, on sait que le visuel a énormément d'importance. Dans une brasserie qui s'appelle Artisanale, on sait que c'est le cas aussi. Et notamment, c'est d'autant plus le cas maintenant qu'on est capable de faire des canettes 100% imprimées qui ne coûtent pas une fortune ou qui ne demandent pas de commander 1 million de pièces à l'usine en avance. Tout à fait. Donc avec des technologies d'impression numérique qui sont accessibles à tout le monde avec des quantités minimum qui sont très faibles ou inexistantes. Voilà, avoir une canette qui t'offre une surface d'expression beaucoup plus grande que ce que pourrait faire une bouteille avec une étiquette. Exactement. Alors même pour nos collègues brasseurs qui font de la canette avec étiquette, parce que ça se fait encore beaucoup. Bien sûr. Les étiquettes de canettes 44 ou 33 centilitres restent quand même plus grandes que les canettes 33 centilitres, que les bouteilles 33 centilitres. Donc en effet, tu as une surface qui va être beaucoup plus importante. Alors après, c'est craft, moins craft, c'est un autre débat. Nous, on a fait le pari de partir sur la canette imprimée pour justement continuer d'optimiser cet espace visuel. De plus en plus de brasseries le font, comme on disait maintenant avec des boîtes comme Nomok qui proposent ces technologies avec
on veut dire des minimums de quantité qui sont négligeables, ou avoir des minimums de quantité qui, pour avoir des prix intéressants qui restent ultra accessibles, même pour une brasserie craft, tu peux te permettre de faire des canettes imprimées très jolies et qui te coûtent même pas forcément beaucoup plus cher que de prendre ta canette plus ton étiquette plus tout. C'est ça. Et donc, alors, NOMOQ, c'est l'acronyme pour No Minimum Order Quantity. En France, voilà. En France, tu as aussi CanLab qui peut faire de l'impression digitale sur canette. Pour avoir visité NOMOQ en Allemagne, c'est vraiment une ligne de production qui est ultra automatisé, qui est vraiment ultra propre. Il continue donc d'aller chercher tous les certificats. C'est allemand, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment très très bien fait. Et surtout, nous, ce qu'on voit avec cette impression digitale, c'est qu'on a un produit qui se différencie. Point de vue machine aussi, c'est un point de problème en moins d'enlever une étiqueteuse. Une étiqueteuse, c'est un coût et c'est de la maintenance. Et si on n'a pas la machine ou tout ce qui peut être mécanique en point de problème en moins, et ça fluidifie la mise en canette, ça fluidifie beaucoup de choses. Et nous, pour les volumes qu'on fait, on n'a pas besoin d'acheter des semi-complets de canettes nues, et donc ça facilite aussi le stockage. Donc on est à flux quasiment tendu sur nos canettes. Ce qui n'est pas forcément toujours facile pour la logistique, mais on n'a pas non plus besoin d'envoyer les commandes d'étiquettes. Et surtout, comme nous, on commence nos conditionnements par la canette, on n'a jamais de canette qui reste après la session. Quoi. Donc, c'est ça, tout est passé. Priorité à la canette. Dès qu'on a fini la canette, on passe au fût. Après... L'autre inconvénient, un inconvénient à ça par rapport à la canette étiquetée, c'est que c'est Louis qui me rabâche toujours ça, c'est qu'en effet, quand t'as une malle remplie ou une canette qui tombe de la palette, ou avant conditionnement, tu perds la valeur intégrale de ta canette étiquetée, là où une canette qui n'aura pas encore été étiquetée, tu perds le coût de ta canette, mais mine de rien, qui doit représenter. Je pense que si tu prends la canette étiquetée, tu prends canette plus lead et étiquette d'un autre côté, je pense que tu es à peu près à moitié du coût du... Alors nous, sur les analyses qu'on avait fait, on était kiff-kiff. Je crois qu'il y avait littéralement 3 centimes d'écart. Par là, c'est que quand tu prends ta canette étiquetée, canette plus lead représente à peu près la moitié de l'ensemble canette plus étiquette. Voilà, donc il y a autant de valeur pour ta canette que pour ton étiquette. Et exactement. Le contenant et le contenu ont une valeur très similaire. Et si tu perds juste la canette plutôt que canette plus étiquette, mine de rien, à la fin, normalement, t'es pas censé avoir des quantités astronomiques de pertes, mais c'est toujours ça de... Alors, nous, là où on voit de la perte, c'est qu'on est assez consciencieux sur les tests d'oxygène dissous. Et quand on fait des tests d'oxygène dissous sur nos bouteilles, la bouteille, on la repasse dans la rinceuse, on met une capsule et elle repart. Mais là, quand nous, sur notre CP4, on a 4 têtes de remplissage, donc, et que tu dois faire tes tests d'oxygène dissous, la canette qui est percée, elle va au recyclage, quoi. Donc, c'est un peu plus onéreux, on va dire. Je pense qu'on a fait quand même à peu près le tour des avantages de la canette. Et malgré tous ces avantages, ce qu'on disait, il y a encore quand même pas mal de réticences. La canette a quand même encore en France pas mal l'image de la bière pour Clodo. C'est ça. Si on peut le dire comme ça. Je sais que, alors ça date d'il y a quand même peut-être 1 an ou 2 ans, j'avais fait une petite vidéo sur mon TikTok, juste pour rire. C'est la première vidéo que j'ai lancée, je crois. Qui a fait, où je disais les top 5 des avantages de la canette. Et tu vois tout de suite que quand ça s'adresse à un public généraliste, les gens ne sont pas du tout prêts à la canette. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que sur TikTok, quand tu fais dans la polémique, tu fais beaucoup plus de vues. Donc ma première vidéo a fait genre 100 000 vues, comme ça, que je n'ai jamais refait après. Mais du coup, ça a déchaîné les passions et je vois que les gens sont clairement pas prêts. En tout cas, le grand public n'est pas encore prêt à 100% à la canette, malgré tous les avantages qu'on vient de citer. Fait une vidéo sur l'hyperboost. Génial. Est-ce que tu penses que il y a encore des choses à faire pour lever tous ces préjugés, notamment sur le truc qui revient assez fréquemment, c'est la canette, ça donne du goût à la bière, ça donne un goût de métal. Alors moi je pense que oui, il faut continuer d'éduquer dans le sens large du terme. Tu vois, là, on va faire dans une épicerie fine de Tours qui est très quali. Et on amène les canettes et dans l'explication,
on vend pas forcément le produit, mais on vend le contenant, le produit et on explique. Ça va être un petit peu cette phase de rabâchage, cette phase d'explication. Et je pense que comme certaines brasseries se lancent directement avec de la canette va être tellement autour de nous que même si ça prend du temps, ça va arriver. Ouais. Très bien. Sur la partie, je pense que, on va dire, avantage de la canette, nous on est convaincus. Je pense que j'ai une audience qui est relativement convaincue aussi. Je pense, oui. Et on peut passer du coup à la suite. Oui. Et là, je voudrais faire appel un peu à tes 2 casquettes justement. D'accord. Oui. Et parler un peu plus du coup matériel notamment. Et dans un premier temps, sur le matériel d'encanage, toi en plus qui connais les 2 expériences, pour une brasserie qui se lance dans la canette, qui voudrait développer ça ou qui voudrait lancer sa brasserie et songe à la canette, quels sont les avantages et inconvénients de passer par un encanneur mobile et d'acheter son propre matériel Alors, l'encanneur mobile, nous on a fait appel à des encanneurs mobiles, à 2 différentes sociétés, qui en fait dans un premier temps nous ont permis de tester notre marché sans faire l'investissement matériel. C'est un investissement qui peut aller de 50 à même 30 à millions d'euros. Tu vois. Ouais. Nous, sur American Canning, on va de 30 à 150 000 en passant par une technologie à 50 000. Donc, c'est un investissement qui est important. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut que notre base de clients l'accepte tout de suite. Et donc, nous, comme on était historiquement sur de la bouteille, il a fallu y aller petit à petit. Et même d'aller se développer un tout petit peu hors région pour aller chercher un volume de canettes qui, justement, nous permet d'aller chercher un tarif qui est aussi cohérent avec le prix de la canette. Au-delà de ça, au travers de beaucoup de podcasts, j'avais entendu parler d'American Canning pour une technologie qui est une technologie à contre-pression par rapport à une technologie atmosphérique. Et on avait identifié cette technologie pour pouvoir répondre aux besoins et à nos cahiers des charges. Et donc tout ça a fait que une fois qu'on avait fait plusieurs années de mise en canette avec des prestataires de services, que notre besoin était existant, on a pu nous équiper. Surtout que c'était un moment où certains prêts s'arrêtaient, donc on savait qu'on allait avoir de la trésorerie pour pouvoir reprendre un prêt derrière et pour pouvoir refaire des investissements dans la société. Donc nous, c'est arrivé au bon moment. Mais c'est vrai que passer par la case prestataire de service a l'avantage de pouvoir valider le marché. L'inconvénient, c'est que ça a évidemment un coût supplémentaire. C'est un coût, si les marges le permettent, c'est un coût direct. Mais on ne fait pas un amortissement sur les machines, qui peut être intéressant pour les sociétés qui se développent fortement sur 3, 4, 5, 6, 7 ans, puisque de pouvoir amortir un coût machine sur plusieurs années a un avantage significatif dans le bilan. Mais ça mérite un prêt, ça mérite une trésorerie assez forte. Mais l'un dans l'autre, on voit, nous, sur les calculs de retour sur les investissements, que le volume, est, en fonction de la technologie, est vraiment pas énorme pour pouvoir justifier l'acquisition d'une machine. Quand tu vois l'avantage que ça a dans le bilan et l'avantage, parce que quand tu as un prestataire de service qui vient, il va pas venir que pour une cuve, il va pas venir pour 1500 canettes. À l'époque, nous, on devait faire venir des prestataires de service et on avait 4, 5, 6 fermenteurs qui étaient conditionnés ce jour-là. Mais oui, l'inconvénient à ça aussi, c'est que du coup, tu dois maintenir tes bières des fois en cuve plus longtemps pour que tout coïncide pour le jour de conditionnement. Et donc, entre la première décibière et la 6e décibière qui est prête, des fois, il y a 15 jours, 3 semaines. Et pendant ces 15 jours, 3 semaines, j'ai pas pu faire une rotation dans mon fermenteur. Alors qu'avec des technologies... c'est un manque à gagner aussi. C'est un gros manque à gagner, ouais. Et puis après, tu refais pas tes stocks aussi vite, tu réponds pas à une demande. Donc, faire de la canette, si on a assez de fermenteurs ou qu'on n'a pas une demande phénoménale, oui, c'est bien, avec un prestataire de service. Mais après, l'inconvénient, c'est que, au-delà du coût que ça peut avoir sur la prestation de service, mais voilà, tu as l'immobilisation de tes fermenteurs. Un des avantages pour nous, initialement, c'est que on n'avait personne dans notre équipe qui était des experts du conditionnement.
Et là, quand tu fais venir un prestataire de service, ils font que ça. Eux, ils ont une expertise que nous, mon corps, on n'aura jamais. Et donc là, tu as la garantie que ton produit sera aussi bon dans ta canette que dans ton fermenteur. Et donc voilà, donc ça fait aussi des souvenirs, parce que les jours de mise en canette, quand ça a été Remplis-moi ou les Bucaneros, c'est toujours très festif. Il y a la pizza qui va bien, c'est très convivial. Donc ça a été une étape d'apprentissage pour nous, qu'aujourd'hui on regrette parce qu'il y avait l'aspect convivial qui était sympa, mais d'un point de vue financier, l'avantage est clair, quoi. Alors du coup, quand si je peux me permettre de résumer grosso modo, t'es une brasserie, tu te lances sur le marché, tu sais pas trop encore à quel public tu t'adresses. Avoir un conditionnement mobile te permettra de tester la canette sur le marché, ça t'évite l'investissement d'une encanneuse. De la même manière que même si tu lances ta brasserie peut-être en te disant moi je suis convaincu par la canette, j'ai envie de faire ça, mais sans avoir la certitude que ton marché répondra, tu commences par là pour voir si ça vaut vraiment le coup et si ton marché tient. Après, tu as des brasseries qui se lancent avec l'ambition directement d'aller chercher des styles niches, d'aller chercher un public geek, qui savent pertinemment que leur produit va passer par la canette. Eux, potentiellement, ils peuvent faire l'investissement d'entrée. Je veux dire, des brasseries qui se sont lancées comme... pour reprendre les lancements de ces dernières années, mais du Fauve, du Prisme, du 90 BPM, je pense, sont arrivés 100% canette. C'est peut-être des brasseries qui auraient dû, si elles l'ont pas fait, se lancer peut-être directement avec une machine propre, ou enfin si elles... La trésorerie le permet, évidemment, bien sûr. Si le plan... alors, tu as raison, parce que Fauve, c'est équipé d'une machine qui s'appelle Casque, des Canadiens, il y a moins d'un an, je pense, ou à peu près un an. Mais pareil, je pense qu'ils étaient en phase d'hyper-expansion. Donc, ils avaient la salle de brassage à Paris. Est-ce qu'ils avaient la place de mettre une machine? C'est une question, je pense pas. Vu les lieux, je pense pas. Après, ils sont développés, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense que je me mets à leur place. Est-ce qu'on met de l'argent pour avoir un outil de production qui est plus gros et on le délocalise, ou est-ce qu'on fait rentrer une encanneuse? Pour eux, il fallait vendre plus, donc il fallait produire plus. Et ils ont fait encore une étape d'expansion, et c'est à ce moment-là, sur la 3e salle de brassage, qu'ils ont réussi à faire rentrer avec le financement d'une machine. Après, j'imagine que ça tout s'étudie et se calcule, évidemment, mais quand tu es dans ta brasserie, comme ça, tu sais que tu fais pertinemment que de la canette, tu t'adresses à un public niche. Est-ce que y a une réflexion du style, si je peux investir, est-ce que j'investis dans un fermenteur de plus pour produire plus, ou peut-être dans une encanneuse? Est-ce que, avec un fermenteur de plus, certes, de volume, mais en même temps, si je suis obligé d'attendre d'avoir un rendez-vous toutes les 6 semaines et que mon fermenteur dorme, est-ce qu'au final l'argent va pas mieux fait d'aller dans une encanneuse et de conditionner à la volée quand tu veux? Un fermenteur, c'est entre 6 et 8 000 euros. Ok, c'est pas du tout le prix d'une encanneuse. Donc c'est pas le prix d'une encanneuse. On s'est fait entuber par les Allemands, nous. donc voilà. Et après, je pense que c'était ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est si tu peux démultiplier tes fermenteurs. Bien sûr. Et de tenir un fermenteur pendant 3, 4, 5, 6 semaines. Et puis eux, quand ils faisaient venir des encanneurs mobiles, ils faisaient pas 6 références, parce qu'ils avaient des volumes canettes qui étaient beaucoup plus importants. Bien sûr. Nous, quand on fait nos éphémères, on fait encore entre 1500 et 4500 cols. Donc, c'est pas non plus des volumes qui sont extraordinaires, alors que eux, c'était peut-être 80% de canettes ou 70% de canettes et le reste en fût. Puisque leur réseau de distribution demandait ça. Donc voilà. Et donc tout ça pour dire que je pense qu'ils sont passés à la canette quand ils étaient confiants avec les process, parce qu'on apprend aussi énormément avec les encanneurs. Bien sûr. Et d'ailleurs, ils ont pris une des machines qui était similaire à un de leurs prestataires de service, qui est intéressant, qui est intelligent, je pense. T'as vu ces personnes conditionnées là-dessus pendant des mois, des années. Donc, avoir quelque chose de similaire, c'est peut-être intéressant. Et sans être forcément 100% formé, au moins tu es familiarisé avec l'outil. Oui, puis c'est des gens intelligents, donc ils ont appris énormément sur les différentes sessions de mise en canette, quoi. Bien sûr. Donc je pense que le 3e volet d'investissement pour cette brasserie-là a été le moment où, oui, ils avaient plus d'espace, plus de financement, et donc faire entrer une salle de brassage plus grande et de s'équiper d'une technologie qui leur permettait
d'internaliser ce service, quoi. Ouais. Et maintenant, sur une partie plus technique, comment on met une bière en canette? Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence entre mettre une bière en bouteille et une bière en canette déjà? Alors, oui et non. Si on parle de mise en bouteille avec une refermentation, là on met un produit qui est plat en bouteille. Et donc ce produit plat va pas réagir de la même façon puisqu'on est à pression atmosphérique tout le temps. Le produit n'est pas saturé en CO2. Donc ça, tu vas avoir ton produit qui va être dans une cuve de resucrage, tu auras mélangé donc, du sucre et ta bière pendant un certain temps, et ton produit va être mis dans une bouteille qui a été purgée, et tu vas avoir une refermentation qui va créer ton CO2. Donc ça, c'est un petit peu encore beaucoup de brasseries, sans être péjoratif, un peu petit garage qui font encore ça, ou les brasseries qui font ce style-là parce que leur style de bière le nécessite et le préconise. Aujourd'hui, ce qui s'est vraiment démocratisé, c'est la mise en bouteille ou en canette d'un produit qui a déjà ses bulles, qui est déjà saturé en CO2. Et donc, les mises en bouteille, donc isobarométrique contre pression, sont très similaires à la mise en canette isobarométrique contre pression, où là en fait on va avoir notre fermenteur qui va être à la même pression qu'un bol d'accumulation dans notre embouteilleuse ou dans notre encanneuse, et une vanne va se fermer une fois que notre bol d'accumulation est plein, et par gravité la canette qui aura été purgée et pressurisée à la même pression que notre bol d'accumulation, par gravité, la bière va aller dans les bouteilles, et avec des électrovannes, on va fermer une fois que c'est plein, et tout doucement, dépressuriser les canettes ou les bouteilles pour lâcher à un certain moment les canettes avec un différentiel de pression qui va te permettre de créer un tout petit peu d'activité, de créer un tout petit peu de mousse, de faire monter la mousse au-dessus du col de la canette ou au-dessus du col de la bouteille, et que le lead ou la capsule vienne se mettre dessus et après se faire sertir ou se faire sertir, que ce soit une capsule ou que ce soit un lead. Donc ça, c'est relativement similaire. Par contre, ce qui va être différent, c'est quand on va faire une mise en canette atmosphérique par rapport à une mise en canette en contre-pression. Puisque sur une mise en canette atmosphérique, on ne va pas venir créer une pression dans la canette, on va quand même purger la canette de manière à ce que l'oxygène puisse s'échapper de la canette. Et donc en fait, en faisant ça, en injectant une tige, et cette tige va par le fond remplir de CO2 la canette, de manière à ce que quand la tige de remplissage remplisse la canette par le fond, et ben on va avoir la bière qui va pousser le CO2 qui a été injecté, que le CO2 pousse potentiellement l'O2, l'oxygène, et qu'après on ait un débit qui nous permette d'avoir assez quand même de mousse, de manière à ce que la capsule arrive sur la mousse. Le but étant que la bière n'ait pas de contact avec l'oxygène, que de chasser l'oxygène de la canette. Ça. Et voilà, qu'il y ait le moins de contact possible, parce que l'oxygène est l'ennemi de la bière en soi. Et c'est ça et les bactéries, ce sont les deux ennemis numéro 1. Et donc, certaines machines, donc moi je connais plus les machines American Canning, au moment où la canette a été relâchée quand on est à contre-pression ou quand la canette est remplie avec notre colle de mousse, avant l'application de la leads, il y a un jet de CO2 qui va venir balayer l'oxygène qui peut être sur le dessus des bulles, et la leads va venir se poser sur un coussin en fait de CO2 avant de toucher la mousse et de se faire sertir. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu des technologies. Nous, et c'est peut-être une des questions que tu vas avoir, mais nous, on a beaucoup de brasseries qui nous disent qu'est-ce qui est mieux, l'atmosphérique ou la contre-pression. Et on avait fait beaucoup de recherches. Alors, la technologie qui va être la plus adaptée à une brasserie va dépendre du niveau de l'équipe qui va mettre la bière en conditionnement. On va pouvoir avoir des taux d'oxygène dissous équivalents entre la technologie atmosphérique et la technologie contre-pression. La technologie atmosphérique va aller beaucoup plus vite
que la technologie contre-pression. Par contre, pour des débutants, comme nous on l'est dans le monde du conditionnement, la technologie à contre-pression va nous permettre d'atteindre des chiffres d'oxygène dissous qui sont tout aussi bons que des gens qui font des mises en canette depuis des années et des années et des années, beaucoup plus rapidement. Donc en fait, la période d'apprentissage et de perfectionnement du conditionnement va être beaucoup plus rapide sur une technologie à contre-pression. Ça pardonne beaucoup plus. On a beaucoup moins de paramètres à devoir gérer pour arriver à des chiffres d'oxygène dissous qui sont excellents. Nous, sur notre CP4, on a 2 têtes, la tête 4 et la tête 3, où on arrive à avoir des chiffres d'oxygène dissous inférieurs à l'oxygène dissous qu'on a dans notre fermenteur. Ok, je pensais pas ça possible, mais d'accord. Ouais. Et donc, c'est quand on l'a vu une fois ou deux, on s'était dit c'est pas possible, c'est une erreur de lecture. Ouais. Mais quand la machine à 44 000 € te donne ce chiffre, j'ai envie de la croire. Ouais, c'est ça. Mais pas qu'une fois, mais à chaque mise en canette, on se dit ok, là il y a quelque chose. Et en fait, ça s'explique. Nous, ce qu'on fait, c'est la bière donc arrive du fermenteur, on pressurise notre fermenteur juste en dessous d'un bar, et notre bol d'accumulation, on va venir le pressuriser un tout petit peu plus d'un bar. Et donc grâce à ça, on arrive avec du CO2 à créer une surpression. Et comme l'oxygène est plus léger que le CO2, les premières bulles qui vont monter vont être de l'oxygène, où le CO2 va prendre l'oxygène pendant la création de la mousse. J'ai pas encore rencontré de scientifique qui me l'explique comme ça, mais moi c'est la seule chose que je vois. Et pourquoi sur la tête 4 et 3 c'est le cas et pas sur la tête 2 et 1? Et ben c'est parce qu'en fait la mousse va cascader. Peut-être que je fais un franglais encore une fois, mais en fait on a plus de temps de cascade où la mousse et le CO2 va pouvoir s'échapper. Et donc sur ces têtes là on voit moins de CO2 dissous, mais aussi beaucoup moins d'O2 dissous. Voilà. Donc c'est une technologie qui va être plus lente, mais qui va nous permettre... beaucoup plus permissif et beaucoup plus... Ouais. Et c'est pour ça qu'on a attendu spécifiquement cette technologie qui fait 1,20 m. C'est une encaneuse d'1,20 m. Elle est sur roulette, on la déplace quand on a besoin de la déplacer pour faire de la place. Mais c'est des technologies qui nous permettent d'avoir beaucoup moins de paramètres à régler pour arriver à... Du coup, c'est une technologie qui semble idéale pour des petites brasseries, puisque... En effet, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui est un expert formé du conditionnement, qui a je sais pas combien d'années d'expertise là-dessus, ou qui s'est formé spécifiquement à ça. Quand t'es dans des petites brasseries avec des petites équipes, bon, l'avantage c'est qu'en effet, comme tu dis, tu peux permettre d'arriver à un résultat tout aussi bon avec moins de contraintes. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est une technologie qui s'adapte peut-être aussi à des... Alors je sais pas si le produit en lui-même est adapté, mais aux encanneurs mobiles. Parce que l'encanneur mobile... Théoriquement, il est censé maîtriser son produit, mais en même temps, il va passer d'une installation à l'autre tout le temps. Oui. Ça lui permet de jouer sur moins de paramètres. Oui, et surtout, comme on est en contre-pression, dans certaines brasseries, on a énormément de difficultés à maintenir la bière à 0 ou 2 degrés. Il arrive souvent que les bières soient un petit peu sursaturées. Ouais. Tu vois, le produit, il n'est pas toujours poil de cul à 2,5 volumes, à 5 grammes par litre. Des fois, ça est un petit peu trop chaud ou un petit peu trop saturé. Et donc, avec une encaneuse atmosphérique, tu vas avoir un petit peu plus de difficulté à arriver à encanner, alors qu'avec la machine à contre-pression, elle va s'adapter au produit, elle va mettre un petit peu plus de temps, mais tu n'auras pas de canettes mal remplies ou tu n'auras pas tout ça. Donc, c'est une technologie pour certaines installations qui va justement avoir ce côté qui va être un petit peu plus pardonné, en fait, qui va te permettre d'être un petit peu plus large dans tes zones de travail. Ok. Voilà. Est-ce que tu vois des spécificités à un conditionnement à l'azote? Alors, on voit les nitro stout qui reviennent un peu à la mode, et ainsi de suite. Je sais pas s'il y a des... Sur la canette, en tout cas, est-ce qu'il y a des... Alors, déjà, est-ce que c'est faisable de manière c'est facile? Faisable. Est-ce qu'il y a des spécificités? Tu vois, genre, on regarde Guinness qui sur ses canettes, met une petite boule à l'intérieur, je sais pas quoi. Après, c'est peut-être plus, je sais pas, du marketing ou c'est petit plus, mais est-ce que quand t'as une brasserie craft avec une machine
d'encanage adapté à une petite brasserie, tu peux faire de l'azote facilement? Oui, beaucoup plus facilement. Alors déjà, soit tu as des fermenteurs qui peuvent tenir 7 bars. Oui, parce que l'azote, tu as plus de pression. C'est ça. Tu satures à 7 bars dans tes fermenteurs en azote, ou une canette de Guinness en nitro à 0,9 volume, donc presque 2 grammes par litre de CO2 dedans. Okay. Et le reste, c'est que de l'azote. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une sorte de saturateur en ligne. Et avec un saturateur en ligne, tu vas monter dans ton carter au maximum de la capacité à saturateur, et tu vas pouvoir faire ta mise en canette en contre-pression en maintenant de l'azote et avoir un produit saturé à 0,9 volume de CO2 et le reste en azote. Et c'est aussi pour ça que les sodas qui ont une carbe qui est beaucoup plus élevée, on ne peut pas mettre à 0 degré Celsius parce que ça gèle, va avoir un avantage sur la contre-pression. On arrive, nous, alors, sur nos NEPA, on est en contre-pression, on est à 22, 24 canettes par minute, alors que sur nos sodas, on est à 30 canettes minute. Donc, ça paraît beaucoup, pas beaucoup. Ça nous permet d'avoir un opérateur à 20-30% plus rapide. C'est ça. Mais pareil, avec de l'azote, on a une technologie qui va pouvoir accepter une saturation en ligne et de faire de la mise en canette. Voilà. Donc ça, on le sait, puisqu'on est en cours, nous, de faire passer certaines de nos bières en canette 33 full nitro. Ah oui. Ouais. Ok. Voilà, donc c'est un petit spoiler. Voilà, ok. Voilà, et donc là, on a fait beaucoup de tests, on continue d'en faire. Pour nous, ça va passer par un saturateur en ligne. Donc ça va être un autre investissement matériel, mais ça va aussi nous permettre de différencier un tout petit peu le produit entre le produit qui est en bouteille et le produit qui est en canette. Et quand tu penses à une White Stout et que tu te dis de la mettre en nitro, ça va continuer avec la texture de renforcer l'idée de la couleur et le trompe-l'œil. Voilà, c'est ça. Ok, voilà. trop bien. Spoiler alerte. Ouais, j'ai hâte de goûter ça en plus. Ça, tu m'as hype. Ok, très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur la canette, sur son conditionnement, sur les technologies d'encanage, je pense que j'aurais raté un truc important de ton point de vue. Je pense que si des brasseurs nous écoutent, s'ils se posent la question, est-ce que la canette est bonne pour moi? La réponse est oui. Et je pense que ce soit nous, American Canning, ou les autres, on peut les aider et les guider, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, le point de pivot pour justifier l'acquisition d'une machine, c'est vraiment pas autant que ce que beaucoup pensent. Et qu'il y a des technologies qui existent. On a des partenaires pour les canettes, pour l'impression de canettes, etc., qui peuvent vraiment aider à créer un business plan ou, allez, on va dire un calcul, une feuille de calcul pour expliquer succinctement l'avantage que ça peut avoir dans une organisation. Après, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de la mise en canette. C'est quelque chose qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui et on les remercie. Et voilà. Mais après, je pense que c'est deux métiers de marché complémentaires. C'est ça. Et en effet, comme tu disais, je reprends par exemple le cas d'une brasserie qui, pour son marché local, est obligé de sortir sa gamme permanente en bouteille, parce que c'est là-dessus qu'ils vont avoir de la vente, mais qui veut quand même se tenter à un peu de folie, à faire une gamme éphémère, qui veut mettre en canette. Si cette gamme éphémère ne représente que 15-20% de tes volumes, tes ventes, bon, je pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à aller chercher une encaneuse. Tout à fait. Et là-dessus, on est content d'avoir des entreprises qui permettent de faire de l'encanage mobile. Tout à fait, oui, c'est ça. Et surtout, et moi, ce qui m'a énormément rassuré au début, c'était cette expertise que les encaneurs amenaient, quoi. Bien sûr. Tu vois, c'est de me dire, nous, c'était nos bières éphémères, donc c'était un petit peu ce qui véhiculait l'image du produit sur une zone et surtout sur des clients très pointilleux.
Et en plus de ça, ils arrivent encore à trouver d'autres marchés qui dans le vin, dans les ready to drink, dans plein de choses où finalement c'est peut-être des entreprises qui ont encore moins de possibilités et d'intérêt de s'équiper d'une machine et qui ont beaucoup plus d'intérêt du coup à passer par un encadreur mobile. Et moi je dormais sur mes 2 oreilles quand je savais qu'il venait le lendemain. Oui, parce que je savais que ça se passait bien. C'est ça. Alors que j'ai eu des nuits blanches d'éveil d'embouteillage au début, quoi. Tu vois, est-ce que la machine va avaler, est-ce que la bière va, tu vois. Il y avait encore de l'inconnu. Et là, quand tu fais appel à des experts comme eux, eh ben, tu as vraiment cette sérénité qui te dit, bah voilà, mon produit sera aussi bon que ce qu'il peut être. Ouais. Si le produit est pas bon, c'est pas à cause de l'étiquette. Voilà, c'est ça. C'est à cause de moi qui est pas fait la recette qu'il fallait. Et voilà. Donc voilà. Mais je pense que c'est une démarche qu'il faut avoir, ou au moins avoir la réflexion et de se conforter dans l'idée. Je continue avec un prestataire de service ou je m'équipe à court terme, à moyen terme, à long terme, mais le marché y va. Le marché y va, donc c'est une question de temps avant que les gens, à moins qu'ils aient un... On voit déjà une adoption de la craft qui est de plus en plus développée. Oui. Là où le marché de la bière est un peu compliqué en ce moment, bas de l'aile, la craft arrive quand même encore, et malgré du coup le contexte un peu plus compliqué, à venir grappiller des parts aux industriels. Donc on sait que la craft se développe, la craft crée de l'intérêt chez les gens, et via cet intérêt, la canette va aussi forcément s'installer de plus en plus. Exactement. Donc est-ce qu'on veut être précurseur? Est-ce qu'on veut être au début? Et on n'est même plus au début aujourd'hui, mais est-ce qu'on veut être dans le wagon d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on veut attendre encore un peu et voir où le marché va, mais le marché y va. Ouais, très bien. Bon, merci beaucoup, Matt. Merci à toi, toujours un plaisir. Du coup, pour remettre en lumière tes 2 casquettes pour nos auditeurs qui veulent boire des bonnes bières en canette, on retrouve les bières d'Artisan Ale maintenant un peu partout en France, que tu es un peu plus distribué également, tu es moins national. Sinon, si vos vacances vous emmènent dans le coin de Tours et Amboise, la Taproom est un lieu à ne pas rater. Pied du château. Pied du château, clairement. Un endroit qui est en plus incroyable. Plein de bonnes bières, et du coup pour les pros qui seraient intéressés par des machines de mise en canette, t'as ta casquette aussi American Canning qui peut intéresser du monde. C'est ça, et donc c'est europe@american-canning.com. Ok, voilà, super. Voilà. Encore une fois merci. Merci à vous. Pour mes auditeurs, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut. Au revoir.